Ivoiriennes, Ivoiriens, je vous salue. Burkinabés, je vous salue. Africaines, Africains du continent, je vous salue. Des diasporas aussi. Amis européens, amis asiatiques, amis américains des luttes africaines pour la liberté, le serviteur des pains spirituels de la liberté des Africains vous souhaite la bienvenue à cette émission consacrée à vous entretenir sur le dernier kata d'Alassane Dramane Ouattara. Les événements qui se sont succédés ces dernières semaines et ces derniers jours ont conduit le monde entier à une évidence. Les terroristes qui ensanglantent notamment la partie ouest du Burkina Faso ont toute l'attitude pour avoir base arrière, zone de repli en territoire ivoirien où ils ne sont pas harcelés par les forces de défense et de sécurité. Oui, dans cette conférence, nous allons d'abord partir de ce fait. Parce que si vous ignorez ce fait, vous ne comprendrez pas ce qui est dit par la suite. Voici le fait scandaleux. Les observations des populations, mais également des autorités du Burkina Faso ont permis de conclure à une évidence factuelle et scandaleuse. Les terroristes qui ensanglantent la zone ouest du Burkina Faso ont toute l'attitude de se réfugier en Côte d'Ivoire chaque fois qu'ils sont poursuivis par l'armée burkinabé. Et en Côte d'Ivoire, ils trouvent le gîte, le couvert, la paix, et ils trouvent même la protection de l'armée ivoirienne. Ce sont les ordres du chef suprême de l'armée ivoirienne, Alassane Dramane Ouattara, qui sont exécutés à la frontière. Ceux qui ensanglantent l'ouest du Burkina Faso, dès qu'ils sont assaillis et dominés sur le terrain militaire, enjambent la frontière. Et dès qu'ils sont de l'autre côté de la frontière, soit l'armée ivoirienne, sous les ordres de Ouattara, déclenche des actions défensives pour arrêter l'offensive de l'armée burkinabé, soit tout simplement l'armée burkinabé elle-même, constatant que les terroristes sont passés de l'autre côté de la frontière, est obligée de se contenter de rendre compte à ses supérieurs du fait qu'ils sont allés dans une zone où, en vertu du droit international, l'armée burkinabé ne peut pas les poursuivre, mais où on voit qu'ils vivent paisiblement à l'abri de l'armée ivoirienne. Vous qui participez à cette conférence, n'écoutez pas la suite si vous n'êtes pas d'accord avec ce fait. Parce que toute cette conférence est organisée autour de ce fait. Si le fait dont je vous parle n'existe pas, cette conférence n'a pas de valeur. Voilà pourquoi je vais m'appesantir sur les faits. Les Africains m'appellent le docteur des preuves. Je vais donner la parole à deux occasions. D'abord, au chef suprême des forces armées du Burkina Faso, le président Ibrahim Traoré, en tournée récente dans la région des Cascades, qui est justement une région de l'ouest du Burkina Faso, et donc de l'est de la Côte d'Ivoire, qui se trouve à l'est de la Côte d'Ivoire, pas une région de l'est de la Côte d'Ivoire. Le président Ibrahim Traoré a clairement exprimé le fait que le Burkina Faso n'était pas simplement confronté à une guerre terroriste, mais à une guerre de recolonisation. Et qu'il s'agissait désormais de se préparer à une guerre de haute intensité, qui serait une guerre de décolonisation. D'autant plus que les anciennes puissances coloniales, et là il visait clairement la France, notamment à travers les propos en dernière date du général Lecointre, envisagent de recoloniser militairement le continent pour imposer leurs intérêts vitaux aux Africains. Le président Traoré, à l'occasion de cette allocution, a dit que le Burkina Faso devait élever le niveau de son système de défense et de sécurité pour se livrer désormais à une guerre de décolonisation. Et que le Burkina Faso devait s'attendre soit à être attaqué par les anciennes puissances négrières coloniales, les puissances néocoloniales et impérialistes de l'OTAN, soit il fallait s'attendre que ce soit les valets locaux. Et le capitaine Traoré, président du Faso, d'ajouter, vous voyez très bien où est-ce qu'ils s'enfuient quand on les poursuit. Quand on les poursuit, ils s'enfuient chez les valets locaux. Tout le monde a vu comment ils traversent la frontière
Et dans quel pays vont trouver la paix après avoir semé la mort chez nous? Donc, en fait, de manière incontestable, le président du Faso a pointé la responsabilité du régime ivoirien d'Alassane Ouattara dans la protection des terroristes. Mais il y a ensuite un reportage de la radio-télévision burkinabé. Un reportage poignant qui a été donné le 21 avril 2024 sur la RTB, justement. Et dans ce reportage, à partir notamment de la 10e minute, sur le terrain, les journalistes documentent le fait que les terroristes qui sont pourchassés par l'armée burkinabé franchissent la frontière, se réfugient en Côte d'Ivoire où ils peuvent vivre en paix, certains pouvant même tranquillement s'adonner à leurs activités quotidiennes, comme les 5 prières. Je voudrais d'abord que ceux qui regardent cette émission apprécient avec moi ces 2 éléments. De telle façon qu'il n'y ait pas de débat sur le fait que la Côte d'Ivoire est en train de servir par la volonté d'Alassane Dramane Ouattara de base arrière aux terroristes qui ensanglantent le Burkina Faso, qui ensanglantent l'Alliance des États du Sahel. Une fois qu'on a établi ce fait, alors on va pouvoir passer à la deuxième partie de notre analyse. La deuxième partie de notre analyse, ce sera de comprendre pourquoi Alassane Ouattara favorise les groupes terroristes. Parce que certains se contentent de se scandaliser. Certains se contentent de s'émouvoir. Il nous faut raisonner. Il nous faut analyser et comprendre les raisons pour lesquelles Alassane Ouattara soutient les terroristes. Et on comprendra que ce sont les mêmes raisons qui l'ont poussé à vouloir faire la guerre au Niger, à soutenir l'action militaire contre le Niger. On comprendra que ce sont les mêmes raisons qui l'ont amené à infiltrer un commando de criminels au Mali, à vouloir faire la guerre au Mali. On comprendra que ce sont les mêmes raisons qui expliquent qu'Alassane Ouattara soit aligné sur les thèses du néocolonialisme français et de l'impérialisme américain, de l'impérialisme otanien sur le fonctionnement de la paix et la sécurité dans la sous-région ouest africaine. Vous comprendrez que ce n'est pas anodin qu'Alassane Ouattara offre le territoire ivoirien comme zone de repli à Al-Qaïda et à l'État islamique. Ce n'est pas anodin. Il s'agit d'un comportement logique, cohérent, avec toutes les positions précédentes de l'homme. Ça, ce sera l'objet de la deuxième partie de ma démonstration. Si vous ambitionnez de m'accompagner dans cette démonstration, ne laissez pas les machines ennemies m'interrompre. Vous êtes maintenant 1000 personnes rassemblées sur Facebook. Vous êtes maintenant plus de 500 sur TikTok. Vous êtes maintenant près de 2500 sur YouTube. Donnez en partage cette émission et appuyez sur le pouce levé sous la vidéo. Ne me laissez pas seul face aux machines ennemies qui tremblent quand le serviteur des pains spirituels de la liberté déverse l'eau bénite, l'eau sacerdotale de la vérité du peuple africain en lutte contre la barbarie multicentenaire qui lui est imposée par les terroristes négriers, les terroristes colonialistes, les terroristes néocolonialistes, les terroristes impérialistes et leurs valets locaux. Sans plus tarder, je commence par vous faire écouter l'allocution qui m'a mis littéralement la puce à l'oreille. L'allocution du président Ibrahim Traoré lui-même. Je l'ai reproduite sur ma page, je l'ai rediffusée sur ma page Facebook afin que nul n'en ignore. Je vais vous la retrouver. Je vais vous la retrouver avant de vous faire écouter le deuxième. On est là ce matin pour vous féliciter. Ça, il faut le dire du fond du cœur, on est là pour vous féliciter. Pour tout le travail que vous avez pu abattre dans cette région. Je dirais dans ce groupement, parce qu'il s'agit de là et aussi de la région du sud-ouest. Félicitations pour tout le travail, félicitations pour cette bonne symbiose. Grâce à vous, presque 100% de ce territoire est conquis. Vous êtes en phase de consolidation. En tout cas, félicitations pour tout le travail abattu. Nous avons pu suivre avec vous les opérations dernièrement, avec beaucoup d'amertume aussi, lorsque vous voyez les terroristes franchir le fleuve, se retrouver à moins de 50 mètres de vous et que vous n'avez pas la capacité d'engager, parce que vous n'avez pas l'autorisation. Ça fait partie de votre discipline de formation. Mais retenez que
ceux qui ont pu échapper à votre furie, qui se sont réfugiés de l'autre côté de la frontière, se prépareront certainement, puisque c'est une base arrière. Ils vont se préparer et essayer de revenir. C'est une base arrière. Je souhaite que vous fassiez corps avec les VDP que vous avez installés un peu partout, avec toutes les unités en position avancée, que vous puissiez continuer à intensifier les patrouilles, de sorte que, lorsqu'il doit revenir, il n'y a qu'une seule chose qui l'attend, c'est la mort. Nous sommes à cette étape actuellement. C'est sans pitié, c'est sans répit. On ne continuera pas de mourir inutilement. Vous êtes allés vers eux, vous les avez délogés, vous avez récupéré vos terres. Il n'y a pas de raison qu'ils reviennent encore. Nous ferons tout pour vous mettre à niveau aussi, pour que vous puissiez les stopper. C'est ainsi. Donc, redoublez de vigilance, prenez courage encore, continuez à fortifier avec les VDP qui sont sur le terrain, avec les unités en position avancée. S'il faut ériger des murs, on le fera. S'il faut creuser, on le fera. Félicitations pour tout le travail, beaucoup de courage. Vous allez commencer un nouveau cycle d'entraînement. La guerre de haute intensité. C'est à vous, chefs, officiers militaires, prenez ça en compte. Commencez à vous préparer pour la guerre de haute intensité. J'espère que je me fais comprendre. Ce n'est pas uniquement du terrorisme. Ouvrez l'œil. C'est beaucoup plus que ça. Écoutez bien. C'est une guerre de décolonisation. Et vous avez dû entendre ces derniers jours certains généraux ailleurs qui ont fait comprendre que s'il faille qu'ils viennent avec leurs armées nous recoloniser, il faut qu'ils viennent. C'est le général Lecointre. Préparez-vous à la guerre de haute intensité. Soit ils viendront eux-mêmes, soit ils passeront par leurs valets locaux qui sont ici pour essayer de troubler notre quiétude. Donc quiconque, je dis bien quiconque, que ce soit le terrorisme ou toute autre armée qui doit venir troubler notre quiétude, nous devons nous préparer à les accueillir sur de long terme et intensement. Voilà pourquoi je vous dis, préparez-vous à la guerre de haute intensité. Et nous allons suivre ces entraînements-là. Nous passerons à d'autres groupements pour intensifier les opérations et essayer de pacifier. Ce sont des étapes. Et ce terrorisme sera vaincu. Parce qu'ils savent que ça sera vaincu, qu'ils se préparent, soit au niveau local ici, ou bien à venir avec leurs armées pour nous combattre. Eh bien, on va se préparer à les accueillir. Merci beaucoup pour tout le travail. Tout ce qui pourrait être amélioré, ce qui concerne les conditions de combat d'abord, mais aussi les conditions de travail, nous ferons l'effort. Plus que jamais maintenant, vous faites un avec la population. C'est tout ce que nous recherchons, le lien armée-nation. Continuez à garder cette flamme-là, d'unité avec la population civile, pour qu'ils puissent vous soutenir. Parce que c'est grâce à eux que nous pouvons combattre aujourd'hui. C'est le peuple qui a compris. Si le peuple n'avait pas compris, on ne pourrait pas vous équiper comme ça. C'est pas possible. Namo. Mais les gens ont compris, ils se sont engagés et nous faisons beaucoup d'efforts pour que la capacité opérationnelle ne fait que s'accroître. Donc félicitations, beaucoup de courage et bonne chance pour vos missions futures. Et merci beaucoup à tous. Alors là, c'est le premier élément que je voulais vous faire écouter. C'est le premier élément que je voulais vous faire écouter. Dans cet élément, il y a presque tout ce que nous voulons établir. Quelles sont les informations que nous donne le chef suprême des forces armées du Burkina Faso, le président Ibrahim Traoré? Premièrement, que les groupes terroristes qui attaquent la zone ouest du Burkina ont comme base arrière l'autre côté de la frontière, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire. La deuxième information qu'il nous donne, c'est que la Côte d'Ivoire ne donne pas d'autorisation à l'armée burkinabé pour que celle-ci aille au bout de ses actions de poursuite contre les terroristes. Comme cela se ferait s'il y avait solidarité envers le Burkina ensanglanté. Les autorisations ne sont pas données. C'est-à-dire que la Côte d'Ivoire de Ouattara, le régime de Ouattara, protège les terroristes. Puisqu'il ne donne pas l'autorisation de les poursuivre sur son sol. Et ne les poursuit pas non plus. Ça, c'est la deuxième information. La troisième information, c'est que le capitaine Traoré, président du Faso, dit que ce n'est plus simplement
une lutte antiterroriste qui est imposée au Burkina Faso. Et il prend acte des déclarations de l'ancien chef d'état-major des forces armées françaises, le général François Lecointre, qui a dit que les Français, les Européens devraient se donner les moyens de revenir militairement par tous les moyens avant 10 ans sur le continent. Car l'avenir de l'Europe passe par l'exploitation privilégiée des richesses du continent. En réponse à Lecointre, le capitaine Ibrahim Traoré dit « Puisque vous voulez mener contre nous, et puisqu'en fait nous avons affaire à une guerre de colonisation, une guerre de recolonisation, nous sommes passés à un nouveau concept militaire. Nous élevons notre conception militaire à la notion de guerre de haute intensité. Nous nous préparons désormais, non pas simplement à affronter des groupes terroristes, mais nous nous préparons à affronter des armées alliées à ces groupes terroristes. Entendez par là, toutes les armées présentes dans le territoire ivoirien. Donc, le discours du président Ibrahim Traoré est une mine d'or de renseignements. Tout est dit là-dedans. Il est dit là-dedans que les terroristes ont comme base arrière la Côte d'Ivoire. Il est dit là-dedans que le régime de Côte d'Ivoire d'Alassane Ouattara protège les terroristes et ne donne pas l'autorisation de les poursuivre pour les réduire en bouillie. Il est dit qu'à partir de la Côte d'Ivoire s'organise contre le Burkina Faso une guerre de recolonisation. Ce qui veut dire que pour le président Ibrahim Traoré, la Côte d'Ivoire c'est une néocolonie militaire. Et ça, nous allons voir ça dans la deuxième partie. La Côte d'Ivoire n'est pas un pays dont l'armée est souveraine. C'est un pays dont l'armée est soumise à d'autres armées. Et par conséquent, à partir de la Côte d'Ivoire, ce qui est en train de venir sur le Burkina, ce sont des armées de recolonisation. C'est un moment décisif de l'histoire de la sous-région. Le président du Faso vient de donner un coup de fouet à la doctrine militaire de l'Alliance des États du Sahel. L'Alliance des États du Sahel n'est plus simplement une alliance de lutte antiterroriste. C'est une alliance de lutte anti-néocoloniale. C'est une alliance de lutte pour la décolonisation réelle de l'Afrique de l'Ouest. Donc c'est un discours décisif qui montre le degré et la profondeur de la compréhension du danger qui caractérise aujourd'hui les plus hautes autorités du Burkina Faso. Sur ce point, à savoir la nature de l'agression, à savoir le fait que derrière les terroristes se cachent en fait les puissances néocolonialistes, les puissances impérialistes de l'OTAN. J'espère que ce que le président Traoré a dit ne vous a pas surpris, puisque moi, ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans que je travaille sur ces questions, et en tout cas au moins 10 ans que je démontre que l'Afrique n'est pas victime d'une attaque religieuse, que l'Afrique n'est pas victime du djihadisme, et que ce qu'on appelle faussement les djihadistes sont en réalité des suppôts des grandes puissances néocolonialistes et impérialistes de l'OTAN, qui ont créé non seulement les deux grandes organisations terroristes, Al-Qaïda et État islamique au Moyen-Orient, mais qui les arment, qui les médiatisent, qui les financent, y compris par le paiement des rançons. J'ai documenté plusieurs conférences dans lesquelles j'ai montré qu'il ne fallait pas croire que l'Afrique était attaquée pour des raisons religieuses. Vous voyez que cette doctrine claire, cette compréhension claire des enjeux de recolonisation, des enjeux impériaux auxquels nous sommes confrontés, cette compréhension est celle qui habite le chef de l'État du Burkina Faso. Quel bonheur pour un scientifique du politique comme moi de se rendre compte que les concepts pour lesquels il a travaillé des années entières, comme un prophète dans un désert, ces concepts sont devenus une évidence pratique et orientent désormais la lutte de libération africaine. C'est à cela que doivent servir les intellectuels, à produire des concepts qui rendent les hommes et les femmes davantage libres, davantage responsables, qui rendent les hommes et les femmes maîtres de leur destin. Donc, maintenant, pour compléter la première partie de cette conférence qui porte sur les faits, je voudrais que nous écoutions ensemble un extrait d'un reportage de terrain dans lequel on voit les militaires burkinabés confrontés à la duplicité du régime ivoirien. Des militaires burkinabés, accompagnés de journalistes, dans une opération de sécurisation de la région des Cascades, et qui sont confrontés à un groupe terroriste qui s'enfuit avec armes, bagages, femmes et enfants d'ailleurs, de l'autre côté de la frontière,
au vu et au su des autorités ivoiriennes qui le couvrent. Nous sommes toujours dans la première partie de la conférence. Je vous ai dit, je ne vous dirai jamais quelque chose sans avoir pris la peine de faire de vous des propriétaires des faits, les faits. Donc, je prends ce reportage. C'est un reportage qui dure 50 minutes. On ne va pas écouter toutes les 50 minutes. Je vais remonter vers la 10e minute de ce reportage qu'on trouve encore sur la radio-télévision du Burkina Faso, dont je voudrais saluer le formidable travail. Bravo à la communication officielle du Burkina Faso. Bravo à la révolution communicationnelle burkinabé, comme la révolution communicationnelle malienne ou nigérienne. Vous nous offrez les meilleures chaînes de radio-télévision publique de toute l'Afrique d'expression officielle française. Et nous vous saluons pour cela. Journalistes investis dans la défense de notre terre. Alors donc, écoutons ce deuxième élément qui, il me semble, va davantage renforcer votre conviction que les faits sont là. Alassane Ouattara a fait du territoire ivoirien la base arrière des groupes terroristes. On verra dans la deuxième partie de notre analyse pourquoi il fait ça. Pour le moment, constatons qu'il l'a fait. C'est l'émission qui s'appelle Nouvelles du Front du 21 avril. Nouvelles du Front du 21 avril. Je l'ai redistribué ici. Voilà, hop. Les opérations de reconquête du territoire se poursuivent dans les 4 coins du Burkina. Une lutte antiterroriste qui se veut de plus en plus rude et engagée. Nous vous en faisons écho ce soir par une immersion dans le Grand Ouest. Le tournant décisif, c'est un grand format de l'Iradan Philippe Ada. Une phase finale d'un mois d'action entreprise par les unités engagées. La mission est à son pic et bien plus critique. Même avec la douleur, les hommes sont déterminés à affronter le danger comme des immortels. Folonzo est l'un des enjeux majeurs de l'opération Ouragan. Le groupe terroriste qui y règne est jusque-là dirigé par une femme de 35 ans. Elle sera tuée peu avant la fin de l'opération. Du reste, pour les fantassins, c'est une question d'honneur et de respect du serment de venger les héros tombés sur le champ de bataille. Alors, pas question de baisser les armes, surtout lorsque l'ennemi est acculé, avec des armes de fortune et sans munitions. De cette piste, ensuite nous mettons le cap sur Folonzo. Le Cobra 4, rejoint par le lieutenant Lens, y a déjà pris position. Dans les rangs, ce VDP que nous surnommons John, il est de la seconde vague des supplétifs à installer dans la localité. Alors, quand on sera parce que on t'a pas mon donc comme on juste dire donc on content non sera donc on La joie de repartir dans son village vibre en lui comme un appel du destin. Le lendemain de notre entretien, John, ici avec son binôme à moto, va sauter sur l'ennemi. Nous étions juste à côté. Voilà, je voulais vous montrer ce large extrait pour que vous voyez la difficulté dans laquelle se trouve l'armée burkinabé dans sa zone ouest. La difficulté est que les terroristes ont bien compris que s'ils sont en difficulté, s'ils sont dominés militairement face à l'armée burkinabé, il n'y a qu'une seule solution, c'est franchir la frontière. Et puisque le régime Ouattara n'autorise pas l'armée burkinabé à pourchasser les terroristes sur le sol ivoirien, eh bien, ils s'établissent tranquillement, non loin d'ailleurs du territoire burkinabé, où ils peuvent réorganiser leurs troupes avant d'attaquer. Donc, à travers les 2 documents que je viens de vous faire écouter, à savoir l'intervention du président Ibrahim Traoré lui-même et cet extrait du reportage de la radio-télévision burkinabé, vous voyez très clairement que c'est un fait incontestable que le territoire ivoirien sert de base arrière aux organisations terroristes qui ensanglantent le Burkina. Vous devrez remarquer que ces organisations terroristes ne posent pas d'actes terroristes en Côte d'Ivoire. Si elles ne posent pas d'actes terroristes en Côte d'Ivoire, c'est parce qu'elles bénéficient de la bienveillance du régime. C'est connu. Les organisations terroristes attaquent les territoires de pays dont les dirigeants ne sont pas protecteurs envers elles.
dont les dirigeants ne les couvrent pas. C'est ce qui explique qu'il y ait des terroristes qui ensanglantent tranquillement le Burkina, le Mali, le Niger, alors que ces silences radars au Sénégal, en Mauritanie, en Algérie, silence radar en Côte d'Ivoire, qui sont pourtant des pays limitrophes des zones d'action des terroristes. Pourquoi ce silence radar dans ces pays? Mais parce que ces pays ont une politique de couverture, de duplicité envers les organisations terroristes, ce qui leur permet, quand elles sont en difficulté au Mali, au Burkina Faso ou au Niger, de s'y replier. Voilà la vérité. Quelle que soit la manière de prendre les faits, mes chers amis, vous êtes obligés de reconnaître qu'il y a une complicité entre les autorités ivoiriennes actuelles et les organisations terroristes qui sévissent au Burkina, qui sévissent dans la zone AES. Pourquoi? Parce que ces organisations terroristes trouvent refuge en Côte d'Ivoire et bénéficient de la bienveillance des autorités ivoiriennes. Écrivez ça. Et je voulais qu'on s'assure de ça d'abord, avant de passer à la deuxième et dernière partie de mon intervention. La deuxième et dernière partie de mon intervention porte sur une question centrale. Mais pourquoi M. Ouattara Dramane, par ailleurs originaire du Burkina Faso, de père et de mère, avec les tombeaux de ses ancêtres à Sendou, au Burkina Faso, pourquoi M. Ouattara, qui est actuellement à la tête de la Côte d'Ivoire, pourquoi héberge-t-il les organisations terroristes qui ensanglantent son pays natal? Nous devons poser cette question en tant qu'analystes politiques et fils de l'Afrique. Et nous devons apporter une réponse pour que le peuple ivoirien et le peuple burkinabé comprennent qu'Alassane Ouattara est un ennemi commun. Le peuple ivoirien et tous les autres peuples ouest-africains comprennent qu'Alassane Dramane Ouattara est un ennemi du peuple africain. Il ne s'agit pas ici, en quoi que ce soit, d'un conflit entre le peuple ivoirien et le peuple burkinabé. Non, il s'agit d'un conflit entre un renégat, serviteur du néocolonialisme français, serviteur de l'impérialisme occidental en Afrique de l'Ouest, Alassane Dramane Ouattara, et les peuples ouest-africains en lutte pour leur souveraineté. Écrivez ça. Parce que je connais les méthodes des sicaires et des agités du bocal du régime d'Alassane Dramane Ouattara. Ce sera de tenter de dire que votre serviteur serait en train de jeter de l'huile sur le feu entre le peuple burkinabé et le peuple ivoirien. Ah non, surtout pas. Au contraire, j'appelle le peuple burkinabé et le peuple ivoirien à être solidaires contre le satrape reptilien Alassane Dramane Ouattara, ennemi commun des peuples ouest-africains à la recherche de leur souveraineté. Voilà l'axe du combat. Bon, donc on va essayer de comprendre maintenant pourquoi il fait ça. Pourquoi M. Ouattara, qui objectivement ne devrait pas faire ça parce que il est fils natif du Burkina Faso et il est fils adoptif de la Côte d'Ivoire. Quand vous êtes natif d'un pays, vous ne pouvez quand même pas envoyer des terroristes contre votre pays natal. Quand vous êtes fils adoptif d'un pays, vous ne pouvez pas quand même héberger les pires bandits dans le pays qui vous a accueilli et vous a adopté et qui vous tolère comme chef d'État jusqu'à ce jour. Vous voyez? La deuxième et dernière partie. Pourquoi fait-il cela? C'est important qu'on sache pourquoi. Bon, écoutez, pourquoi M. Alassane Dramane Ouattara, l'actuel dirigeant de facto de la Côte d'Ivoire, pourquoi s'acharne-t-il à faire de la Côte d'Ivoire une zone de refuge pour les terroristes qui ensanglantent le Burkina Faso, le Mali, le Niger? Pourquoi? Je vais donner les raisons. D'abord, on commence par les raisons psychologiques. Alassane Dramane Ouattara est habité par un mythe, par un mensonge qu'il s'est raconté à lui-même. Alassane Ouattara a avoué publiquement à une journaliste qui lui demandait ce qu'il aurait aimé être dans sa vie. Alassane Ouattara a publiquement dit ceci en anglais. I think I would have been an emperor. Je pense, je crois que j'aurais aimé être un empereur. Mais
quels sont les pays qui sont supposés composer l'empire imaginaire que Alassane Ouattara devait avoir. Il l'a dit lors d'une interview dans les années 90 devant des journalistes ivoiriens que lui, il était pour une grande Côte d'Ivoire qui intégrerait le Niger, le Burkina Faso, le Sénégal, même le Ghana, le Bénin, le Togo, la Guinée-Bissau, la Guinée-Conakry. Une grande Côte d'Ivoire qui intégrerait tous ces pays-là. Voilà ce qu'Alassane Ouattara imaginait pouvoir gouverner dans les années 90. C'est le théoricien de la grande Côte d'Ivoire qui engloberait tous les autres pays d'Afrique de l'Ouest sous son magistère. Et c'est exactement en 2010, devant une journaliste, 2010-2011 par là, devant une journaliste, éberluée, qu'il a dit que lui, son plus grand rêve aurait été d'être un empereur. Donc j'invite les Ivoiriens et les Burkinabés à constater que cet individu est habité par un rêve fou. Celui de commander à toute l'Afrique de l'Ouest. Dans sa tête, il est le super président ouest-africain. Dans sa tête, c'est sa volonté qui doit être faite à Niamey, à Lomé, à Cotonou. C'est sa volonté qui doit être faite à Ouagadougou, à Bamako, à Dakar, à Bissau. C'est sa volonté qui doit être faite à Monrovia, à Conakry. C'est comme ça que ça se passe dans la tête d'Alassane Dramane Ouattara. L'homme est habité par un narcissisme délirant. Une mégalomanie mythomaniaque. Et ça, c'est la première raison. Celui qui ignore cette raison-là a déjà raté le personnage. Dans son livre autobiographique, écrit par le professeur Abdou Touré, Alassane Ouattara prétend avoir gouverné plus de 200 pays. Ce mythe est repris par son biographe, le docteur Ibrahim Cissé Bakongo, dans son ouvrage Alassane Dramane Ouattara, une destinée singulière. Selon lequel Alassane Dramane Ouattara aurait gouverné, mais des dizaines, des centaines de pays du monde, quand il était au FMI et à la Banque mondiale. Donc c'est un homme qui est habité par un ego boursouflé, un ego gonflé, à un niveau qu'on ne pouvait pas imaginer. Ça, c'est la première raison pour laquelle il veut déstabiliser l'AES. Pourquoi? Parce que les dirigeants des pays de l'AES ne font pas les 4 volontés d'Alassane Ouattara. Alassane Ouattara s'est installé dans une zone intermédiaire entre les dirigeants français, les dirigeants européens, les dirigeants américains et les dirigeants africains. Devant tous les dirigeants africains, il passe pour l'égal des dirigeants américains et européens. Il dit que ce sont ses amis. Non, ce sont mes amis, mais Biden, c'est un ami personnel. C'est un ami personnel, Biden. Non, mais je discute avec lui quand je veux. D'ailleurs, Joe, c'est moi qui lui ai donné des conseils pour qu'il soit président. Mais j'ai géré la Chine, j'ai géré le Japon. Non, 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 il n'y a pas de secret là-bas. Il passe son temps à mentir à tout le monde. Donc, aux Africains, les dirigeants, il leur dit que lui, il peut obtenir tout ce qu'ils veulent. Les dirigeants africains, il peut obtenir tout ce qu'ils veulent des Américains et des Européens. Et aux Européens, il dit qu'il peut obtenir tout ce qu'ils veulent des dirigeants africains. Donc, quand il se retrouve avec Biden, ou avec Macron, ou avec, je ne sais pas, les dirigeants japonais ou chinois, ou avec les dirigeants belges, européens, il ne fait que dire comment lui, il peut décider de ce qui va se passer au Burkina, de ce qui va se passer au Mali, de ce qui va se passer au Niger, de ce qui va... Non, non, non. Be confident, hein? Make me confiance. Make me confiance. I will give some directives. Non, 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 non. Mais Assimi, mais c'est un enfant, c'est du jeu. Écoutez, cette mégalomanie d'Alassane Dramane Ouattara, vous l'avez bien vu dans la bande audio dans laquelle il parle avec Boubou Cissé. Il considère tous les chefs d'État de la sous-région comme des idiots. Lui seul est intelligent. C'est des idiots, mais ils n'ont même pas un économiste, mais ils ne valent rien. Donc, il faut, dans toute analyse concernant ce monsieur, commencer toujours par la psychologie. Parce que si vous ne maîtrisez pas sa psychologie, vous ne pouvez pas comprendre sa politique. Dans sa psychologie, il n'a de supérieur que, eh bien, les dirigeants français, les dirigeants européens, les dirigeants américains, sur la terre des hommes. Voilà ses patrons. Tous ceux qui sont en Afrique, Alassane Ouattara se les représente comme en dessous de lui.
Voilà sa psychologie. Et donc, tout pays de la sous-région dont le dirigeant ne fait pas les 4 volontés d'Alassane Dramane Ouattara est un pays qui est une cible de déstabilisation. Parce qu'Alassane Ouattara considère qu'il s'agit d'une province rebelle de son empire. Son empire imaginaire. Vous avez bien entendu. Ça, c'est le premier point. La psychologie de l'homme, je la tiens. Je la tiens au bout des doigts. Et il faut que les Ivoiriens et les Burkinabés, il faut que les Ouest-Africains, les Africains en général, maîtrisent la psychologie de ce monsieur. Ne jouez pas avec sa psychologie. C'est son facteur numéro 1. Celui qui s'amuse avec la psychologie d'Alassane Dramane Ouattara va regretter cette négligence. C'est un narcissique fiefé. C'est un narcissique maladif. C'est un mythomane. C'est un mégalomane. Il a des bouffées délirantes en permanence. Et il croit que l'univers ouest-africain est fait pour lui obéir. Tous ses plus proches collaborateurs savent ça. Et les plus malins d'entre eux le flattent dans ce sens. Mais oui, patron, tu as dirigé le Japon. Mais j'ai dirigé le Japon. J'ai dirigé le Japon, Touré Mamadou, mon fils. J'ai dirigé le Japon. C'est moi qui ai redressé l'économie sud-coréenne. Non, mais sans moi, quand j'étais au FMI, c'est moi qui leur ai donné... Mais même la Chine, tu vois l'industrialisation de la Chine. Mais c'est ado. C'est Alassane. C'est comme ça qu'il parle. Et ses proches ont pris l'habitude de le laisser délirer parce que c'est son dada, ça lui fait plaisir. C'est la première raison. La deuxième raison, c'est que le Mali, le Burkina et le Niger remettent en cause les intérêts régaliens du système mafieux de la France-Afrique et de l'impérialisme occidental en général. Ça, c'est connu. En s'engageant dans une alliance de souveraineté et en rompant avec la CEDEAO, ils ont de facto rompu avec l'OTAN. Tous les pays d'Afrique de l'Ouest étaient contrôlés en réalité par l'OTAN à travers la CEDEAO. À l'intérieur de la CEDEAO, comme à l'intérieur de l'Union africaine, il y a des officiers de l'OTAN qui siègent et qui surveillent toutes les politiques qui sont menées sur le continent. Donc, tant que les États africains étaient moutonnièrement saucissonnés dans l'Union africaine, saucissonnés dans la CEDEAO, l'OTAN les contrôlait. Je vous rappelle que Alassane Dramane Ouattara, en Côte d'Ivoire, bénéficie du contrôle de la surveillance et du parrainage militaire de l'armée française et de l'armée américaine, les deux étant installés dans l'état-major de l'armée ivoirienne. Vous avez bien vu la cérémonie d'installation des officiers de l'armée américaine dans l'état-major de l'armée ivoirienne. Donc, objectivement, l'Alliance des États du Sahel est en rupture avec la suprématie, l'hégémonie de l'OTAN, c'est-à-dire l'hégémonie américaine, française, britannique. Alassane Ouattara, lui, est un valet, c'est un vassal de l'OTAN. Donc, logiquement, il fait le boulot de ses maîtres. Pourquoi vous étonnez-vous qu'il offre la Côte d'Ivoire comme base arrière contre le Burkina, le Mali et le Niger? D'autant plus que vous savez que ses maîtres souhaitent que les régimes qui sont au pouvoir au Mali, au Burkina et au Niger s'effondrent. Qu'est-ce qui vous étonne? Vous connaissez la chanson. Ils ont partagé le monde. Plus rien ne m'étonne. Plus rien ne m'étonne. Plus rien ne m'étonne. Tikenja a chanté. Les faits vous permettent de méditer sa chanson. Donc, il considère que le Mali, le Burkina et le Niger ont usurpé le domaine de prépondérance de ses maîtres. Ces maîtres, ce sont les puissances impérialistes de l'OTAN. Par conséquent, tout ce qui peut être fait pour déstabiliser le Mali, le Burkina Faso et le Niger sera le bienvenu. Et c'est la raison pour laquelle Alassane Ouattara s'est porté en première ligne de la tentative d'agression militaire du Niger par la CEDEAO. C'est lui qui a donné même le nombre des militaires qui composeraient le bataillon d'attaque. C'est lui qui a annoncé même les rations alimentaires de ces militaires. C'est lui qui a ordonné, et même le Nigeria qui a l'armée la plus importante de la CEDEAO, même le Nigeria n'a pas fait preuve d'autant de zèle qu'Alassane Ouattara. Pourquoi Ouattara a-t-il fait preuve d'autant de zèle à déclarer la guerre contre le Niger? Mais parce qu'il voulait plaire à ses maîtres de l'OTAN. Et parce qu'il se sait et se croit protégé par la présence militaire des armées de l'OTAN sur le sol ivoirien. Car en réalité, le sol ivoirien est une néocolonie militaire de l'OTAN. Voilà la réalité. Et il faut que vous regardiez ça en face. Je le dis à mes frères et sœurs ivoiriens et burkinabés. Voilà la réalité. Voilà qui est Ouattara.
Et ça n'a rien à voir avec un problème entre le peuple ivoirien et le peuple burkinabé. Je vois des gens qui se promènent sur les réseaux sociaux depuis qu'on a démontré que Alassane Ouattara offre une base arrière aux terroristes pour dire « Ah, c'est bien fait pour le Burkina. » Dans les années 90, 2000, le Burkina était une base arrière pour la rébellion. Attention, c'était une rébellion composée de soldats ivoiriens. Mais là, les terroristes dont il est question là, ce n'est pas les terroristes qui veulent prendre le pouvoir comme tel au Burkina. Ils sont chargés de semer le chaos, de maintenir le Burkina à feu et à sang, de faire que les populations burkinabées partent en exil partout, afin qu'avec les multinationales, ils viennent voler le manganèse, l'or, le coltan, etc. Il n'y a pas un projet politique des organisations terroristes. Elles sont juste des organisations de déstabilisation. D'accord? Finissent de déstabiliser, c'est tout. Il n'y a pas une ambition, il n'y a pas une revendication. Quand on arrête les terroristes là, à travers le Sahel, ils donnent quelle revendication pour justifier? On leur a simplement dit de tuer des gens, ils tuent. On leur donne de la drogue pour être en état de tuer, ils se droguent, ils tuent. Ils ne savent même pas pourquoi ils tuent. On leur donne parfois quelques motifs apparents, bassement religieux, mais même eux-mêmes, leur éducation religieuse est souvent nulle. Ils ne savent rien de l'islam, ils ne savent rien du christianisme. Tout ce qu'ils savent, c'est que s'ils tuent dans tel village, s'ils brûlent dans tel village, on les paye tant. Ça, c'est sûr, ça, ils le savent. Non, il faut que vous preniez conscience du fait qu'on est là dans un duel géopolitique et géostratégique. Alassane Ouattara appartient au bloc de l'OTAN. Et l'Alliance des États du Sahel refuse de se soumettre au bloc de l'OTAN. Tous les pays qui sont soumis au bloc de l'OTAN servent tout naturellement de base arrière pour attaquer l'AES. Pour attaquer le Mali, le Burkina et le Niger. La Mauritanie, l'Algérie, la Côte d'Ivoire, le Nigeria, la totalité des pays qui sont restés dans la CEDEAO. Ils sont sous le contrôle de l'OTAN. Et qu'ils le veuillent ou non, leurs territoires seront utilisés comme tels. Et il leur sera demandé de fermer les yeux sur certaines activités terroristes dans leur territoire, puisque ces activités servent à déstabiliser l'Alliance des États du Sahel. C'est la deuxième raison. C'est pour ça qu'Alassane Ouattara fait ça. Il fait ça sur ordre. Et c'est pour ça que le président Ibrahim Traoré fait preuve d'une très grande lucidité quand il a compris qu'il s'agit d'une guerre de recolonisation et qu'il faut s'attendre à une confrontation sérieuse. Ce n'est pas simplement une affaire de groupe terroriste. Il y a l'idée d'organiser le renversement des institutions pour imposer en réalité des gouvernements soumis à l'OTAN. Mais il y a un journaliste qui l'a dit récemment, il y a un journaliste français qui l'a avoué ouvertement, non? Il a dit qu'il fallait organiser des événements pour renverser les trois régimes du Burkina, du Mali et du Niger et instaurer des régimes compatibles avec les intérêts français. Il y a un journaliste qui l'a dit ouvertement. Quant au général Lecointre, ancien chef d'état-major des armées françaises, il a clairement dit que l'avenir de l'Europe, l'avenir de la France, pour lui, passe par la recolonisation. Il n'a pas utilisé le terme de recolonisation, mais passe par la présence militaire de l'Europe en Afrique. Et qu'il fallait tout faire pour revenir partout où on a été chassé, c'est-à-dire au Mali, au Burkina et au Niger, avec des armes, pour s'assurer du contrôle des matières premières stratégiques et de la maîtrise de la fameuse pression migratoire qui leur sert d'épouvantail. Donc, le président Ibrahim Traoré fait preuve de maturité géopolitique et géostratégique. Il a bien compris qu'Alassane Ouattara agit dans le cadre d'un dispositif de recolonisation, un dispositif impérialiste, et qu'il est un valet de l'impérialisme. Et c'est comme tel qu'il demande à l'armée burkinabé de passer à un seuil supérieur, à passer à la prise de conscience de ce qu'on appelle la guerre de haute intensité, c'est-à-dire la confrontation d'armée à armée. Parce que les terroristes sont des groupes armés, ne sont pas tout à fait des armées. Mais là, face à la défaite des terroristes, eh bien les impérialistes et les néocolonialistes vont essayer de monter des armées pour affronter les pays de l'AES. Ils vont vraiment carrément essayer de monter des armées. Parce que les groupes armés sont en train d'être éradiqués impitoyablement. Voilà pourquoi ils s'enfuient comme des lapins chez leurs maîtres locaux. Bon, je pense qu'il y a une troisième raison qu'il faut prendre très au sérieux, pour laquelle Alassane Ouattara
s'acharne contre le Burkina Faso. Alassane Ouattara a une relation particulière au Burkina Faso. D'abord, il a une mauvaise conscience envers tout ce qui est burkinabé. Pourquoi est-ce qu'il a une mauvaise conscience? Parce qu'il n'a jamais assumé pleinement ses origines burkinabées. Donc la question burkinabé est toujours chez lui une source de honte. Voilà pourquoi il a toujours voulu s'assurer que celui qui est à Ouagadougou fasse ses 4 volontés. Parce que quand il y a un régime indépendant de sa volonté à lui, Alassane Ouattara à Ouagadougou, il y a trop de vérités qui lui sont dites, y compris par ceux qu'il a reniés, ses frères et sœurs du Burkina Faso. Chaque fois qu'il y a un régime révolutionnaire à Ouagadougou, et cela est arrivé 2 fois, une fois avec le président Thomas Sankara, et maintenant une deuxième fois avec le président Ibrahim Traoré, Alassane Ouattara est en difficulté. Il est en difficulté pourquoi? Parce qu'un régime révolutionnaire est un régime anti-impérialiste, anticolonialiste. Et Alassane Ouattara considère que tous les autres pays de la sous-région peuvent s'aventurer dans la révolution anti-impérialiste, anticolonialiste, anti-néocolonialiste. La révolution contre la domination occidentale. Mais pas le Burkina Faso. C'est-à-dire que tout en reniant le Burkina Faso, Alassane Ouattara n'a jamais renoncé à l'idée que c'est quand même lui le patron. Dans sa tête à lui, Alassane Ouattara considère que, bon, on peut le bouder au Sénégal, même quand il dit de temps en temps qu'il est sénégalais. On peut le bouder en Guinée, on peut le bouder au Mali, on peut le bouder au Nigeria, au Niger, on peut le bouder au Togo, au Bénin, mais pas au Burkina. Alassane Ouattara a toujours accordé beaucoup de prix à ce que celui qui est assis dans le fauteuil de président à Ouagadougou fasse ses 4 volontés. Et ainsi, depuis la chute du président Compaoré, qui a été son bienfaiteur, puisqu'il a permis à la rébellion ivoirienne de s'organiser chez lui pour essayer de renverser le régime de Gbagbo, Alassane Ouattara a constamment eu sa main dans tous les coups d'État, dans toute la mesure du possible, dans tous les coups d'État qui peuvent avoir eu lieu au Burkina. Le fameux coup d'État de 2015, où la conversation attribuée au président de l'Assemblée nationale d'alors, Guillaume Soro, et au général Bassolé, a été mise en épingle en avant. Mais c'est un cache-sexe, cette conversation, par rapport à ce qu'Alassane Ouattara lui-même a fait. Le général Gilbert Diendéré, qui a fait le coup d'État de septembre 2015, a dit au tribunal qu'Alassane Ouattara lui a envoyé des armes, des munitions et de l'argent. Donc Alassane Ouattara n'a jamais renoncé à contrôler Ouagadougou, même s'il ne veut pas être assimilé à un natif du Burkina Faso, à un fils du Burkina Faso. Alassane Ouattara a toujours voulu être le patron du Burkina Faso. Et donc il a un rapport contradictoire et paradoxal au Burkina. Quand par exemple, Paul-Henri Sandaogo Damiba était au pouvoir, vous avez vu comment Alassane Ouattara l'a gaminisé. Alassane Ouattara l'a immédiatement adopté, cajolé, caressé, endormi, emberlificoté et empoché. L'une des raisons de la chute de Damiba vient du fait qu'il a écouté les conseils d'Alassane Ouattara et a rompu avec le peuple burkinabé qui avait une soif d'une révolution authentique. Damiba est tombé parce qu'il a écouté Ouattara. Bandao est tombé au Mali parce qu'il a écouté Ouattara. Bazoum est tombé au Niger parce qu'il a écouté Ouattara. Macky Sall est parti avec la honte au Sénégal parce qu'il a écouté Ouattara. Parce qu'Alassane Ouattara est toujours du côté de la violation de la loi. Il est toujours du côté de la légiphobie. C'est un légivore. Il n'aime pas les lois. Il n'aime pas les lois. C'est un homme passionné de l'à côté de la loi. Et au Burkina en particulier, il ne supporte pas que depuis que le président Traoré est arrivé au pouvoir, voici maintenant bientôt 2 ans pleins, il n'a jamais pris son avion pour aller à Abidjan, se faire flatter, comme le faisait Damiba. Alassane Ouattara a perçu le voyage initiatique et initial du président Ibrahim Traoré vers le Mali comme une claque. Mais, il va me le payer. Non, il va me le payer, ce petit-là. Il se permet de quitter Ouagadougou et d'aller voir Assimi Goïta. Ah non, jamais, je ne vais jamais lui pardonner. Et c'est un rancunier notoire. Vous savez, la psychologie des narcissiques, c'est qu'ils ne pardonnent jamais. Ils ne pardonnent jamais. Que le président Ibrahim Traoré n'ait pas pris son avion pour aller supplier, mendier, écouter les mensonges, les bonimenteries d'Alassane Ouattara à Abidjan.
cela lui est resté en travers de la gorge. Et tous les jours qu'il se lève, il demande où en sont les plans de déstabilisation du Burkina. C'est-à-dire que, indépendamment même des intérêts de ses maîtres impérialistes et néocolonialistes, Alassane Dramane Ouattara considère que renverser le président Ibrahim Traoré, c'est un impératif personnel. Que c'est son honneur qui est en jeu. Que la prise de pouvoir de cet homme à Ouagadougou est une offense à sa majesté, l'empereur Ouattara Dramane. Il faut que vous sachiez ça. Avec lui, tout vient de la psychologie et tout va à la psychologie. Alors, pour le Burkina, ça devrait être une chasse gardée naturelle. Et voilà pourquoi il s'est permis de faire au Burkina des demandes incongrues. Voilà pourquoi il s'est permis de faire au Burkina Faso des demandes incongrues. Il a fait une demande incongrue au Burkina Faso. Il a fait une... J'essaye de relancer nos amis TikTok. Pourquoi? Excusez-moi. Voilà, très bien. Alors, il a fait une demande incongrue et le seul pays auquel il a fait cette demande-là, c'est le Burkina. Il a demandé au lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, alors chef d'État du Burkina Faso, de permettre exceptionnellement que la sécurisation de la région de Sendou, c'est-à-dire en fait pratiquement dans la zone de ces cascades-là où les terroristes opèrent, que la sécurisation de cette région-là soit assurée par l'armée, la police et la gendarmerie ivoirienne. Autrement dit, il a demandé, dans le cadre d'un accord de gré à gré à Damiba, de céder une partie du territoire burkinabé à la Côte d'Ivoire, sans passer par des négociations, sans passer par les parlements, sans passer par la loi. Il suffisait que Damiba marque son accord et Sendou basculait en territoire ivoirien. Sans passer par quelque acte légal que ce soit. Mais pourquoi il se permet de faire de telles demandes envers le Burkina Faso? C'est parce qu'il a mauvaise conscience. On sait que dans les années 80, le président Sankara et son adjoint d'alors, Blaise Compaoré, avaient voulu faire d'Alassane Dramane Ouattara leur ministre de l'économie. Oui, Alassane Ouattara s'était vu proposer le poste de ministre de l'économie du Burkina, en tant que citoyen burkinabé. Mais comme il n'est pas révolutionnaire et qu'il voulait rester dans le sillage et dans les mains du système france-africain, il a décliné l'offre et s'est fait faire une meilleure proposition par le président Houphouët-Boigny, qui était le grand pâtre de la France-Afrique à cette époque. Voilà les faits. Il faut que vous sachiez, ce sont des faits. Les peuples qui subissent, les militaires qui tombent, tout ce monde-là nous exige de dire la vérité. Disons la vérité. Donc voilà les raisons pour lesquelles il s'acharne contre le Burkina Faso. Et si on y ajoute enfin le fait que le Burkina Faso ait offert l'hospitalité à un fils de la Côte d'Ivoire, avec lequel depuis 5 ans Alassane Dramane Ouattara était en froid, à savoir l'ancien président de l'Assemblée nationale, ancien Premier ministre Guillaume Kibafori Soro, là vous avez tout le bouquet. Alassane Ouattara ne respire que la haine. Quand il voit une photo d'Ibrahim Traoré, il a des modifications au niveau de sa tension artérielle. Il a dit que le régime qu'il y a à Ouagadougou, il le déteste. Et vous commettriez une très grande erreur d'ignorer cela. Voilà les raisons. Voilà les raisons pour lesquelles il offre la frontière est de la Côte d'Ivoire comme base arrière aux troupes terroristes qui ensanglantent le Burkina. Et donc maintenant on peut conclure, que faire devant cette réalité? D'abord, première chose, appeler les peuples ivoiriens et burkinabés à être solidaires. Appeler les peuples ivoiriens et burkinabés à parler d'une seule voix pour demander à Alassane Ouattara d'arrêter son soutien aux terroristes et l'exiger. Le peuple ivoirien, l'opposition ivoirienne doivent exiger à Alassane Dramane Ouattara de sécuriser la frontière Est ou de permettre que des organisations terroristes qui agressent et qui ensanglantent le Burkina soient pourchassées par l'armée burkinabé jusqu'à extinction en territoire ivoirien si l'armée ivoirienne n'est pas capable de faire le job. Il faut que les peuples, les sociétés civiles le demandent. Au nom de la fraternité, de la solidarité entre les peuples.
Il faut que les oppositions politiques le demandent. Les opposants politiques de Côte d'Ivoire, je pense que c'est aussi leur responsabilité de dire à Alassane Ouattara que le peuple ivoirien ne veut pas être associé à une complaisance envers les organisations terroristes contre notre peuple frère au Burkina Faso. Ça, pour moi, c'est la première chose qu'il faut faire. Première chose. Deuxième chose, l'Alliance des États du Sahel doit intégrer le fait qu'Alassane Ouattara veut renverser, comme ses maîtres de l'OTAN, les régimes du Mali, du Burkina et du Niger. Il faut que l'Alliance des États du Sahel intègre cela comme une variable opérationnelle, à la fois tactique et stratégique. Bon, il veut vous renverser. Il veut renverser le président Goïta. Il veut renverser le président Traoré. Il veut renverser le président Tiani. Pour le président Tiani, il a ouvertement annoncé la guerre. Est-ce qu'Alassane Ouattara a déjà dit qu'il avait démobilisé son bataillon? C'est 1100 soldats qu'il avait annoncé. Est-ce qu'il a fait une contre-déclaration pour dire qu'il retire ses 1100 soldats? Qui vous dit qu'ils ne sont pas en commando, eh bien, fondus dans le territoire de l'AES pour mener des opérations? Puisque l'OTAN va former ses supplétifs à ce que l'OTAN pratique un peu partout ailleurs. On appelle ça la guerre hybride. La guerre hybride. La guerre hybride. Hein? Je vous montre un ouvrage qu'il faut. Il faut lire pour comprendre comment l'OTAN opère. Hein? Les stratégies de la guerre hybride. Ça peut être important, une fois de plus, de vous montrer ça. Ok, hop. Voici un livre que je recommande, hein, pour ceux qui veulent approfondir. Ce livre-là, qui s'appelle « Les armées secrètes de l'OTAN », il a été écrit par Daniel Ganser. Daniel Ganser, Réseau Stay Behind, Gladio et terrorisme en Europe de l'Ouest. C'est-à-dire que dans ce livre, Ganser montre comment, à travers des groupes de procuration, l'OTAN a continué à mener des guerres en Eurasie et partout dans le monde, en se tenant derrière, selon l'expression anglaise « stay behind ». Stay, se tenir, rester, behind, derrière. Mais en fait, toutes les attaques que subit l'Alliance des États du Sahel sont des opérations stay behind de la CEDEAO et de ses maîtres de l'OTAN. Je recommence une deuxième fois. Toutes les attaques terroristes que subit l'Alliance des États du Sahel sont des opérations stay behind, eh bien, des puissances néocolonisées de la CEDEAO et de leurs patrons de l'OTAN. Voilà la vérité. Et tant que ça n'a pas été compris, la tactique et la stratégie de lutte ne seront pas efficaces. Les groupes terroristes qui frappent au Burkina, qui frappent au Mali, qui frappent au Niger, ces groupes-là ont leur base arrière dans la CEDEAO. C'est-à-dire, en fait, que la CEDEAO se tient maintenant derrière eux. Puisque la CEDEAO n'a jamais monté une force antiterroriste. Vous n'avez pas remarqué que la CEDEAO ne combat pas le terrorisme? Mais elle ne peut pas combattre le terrorisme parce que les patrons de la CEDEAO ne le lui permettent pas. Donc, il faut maintenant que les Africaines, les Africains, élèvent le niveau de compréhension de l'agression que nous subissons sur le continent. C'est une agression en mode stay behind. Derrière les groupes terroristes, il y a les pays néocolonisés de la CEDEAO. Derrière la CEDEAO, il y a l'OTAN. Écrivez ça. Nous sommes dans une guerre hybride. L'Afrique est soumise à une guerre hybride. C'est-à-dire dans laquelle ceux qu'on vous affiche ne sont que des éclaireurs, des avant-coureurs. Les maîtres sont cachés derrière. Ils sont planqués. Derrière, les groupes terroristes là ne sont que les avant-gardes. L'arrière-garde, ce sont les armées des despotes soumis au néocolonialisme et à l'impérialisme occidentaux. Et l'arrière-garde, ce sont les armées de l'OTAN. La preuve, regardez bien la structure de leur positionnement militaire sur le continent. Vous allez bien voir qu'en première ligne contre les peuples africains, il y a les groupes terroristes. En deuxième ligne, qu'est-ce qu'on a? On a les armées des pays hostiles à la souveraineté africaine. Et en troisième ligne, qu'est-ce qu'on a? Les camps militaires des grandes puissances de l'OTAN. Voilà les trois rideaux. C'est vrai ou c'est faux? Rassurez-moi hein, que vous êtes en train de voir ce que je dis. Qui nous attaque en proximité en Afrique? Les groupes terroristes. Les groupes terroristes ont qui comme support? Des États voyous, dirigés par des dirigeants corrompus, par le néocolonialisme et l'impérialisme occidentaux et moyen-orientaux. Très bien. Maintenant, ces États voyous, sur qui ils comptent? Mais ils comptent sur les forces de l'OTAN.
Ils sont protégés par les forces de l'OTAN. Ils comptent sur le bloc otanien. Voilà la structure. Et c'est à cette structure qu'il faut faire face. On a affaire à des terroristes impérialistes ou des impérialo-terroristes. C'est à cela qu'on a affaire et pas à autre chose. Et la situation que nous voyons le montre. Donc, les dirigeants de l'AES doivent donner une réponse tactique et stratégique à la volonté de déstabilisation qui leur est imposée. Moi, je ne suis pas militaire. Mes compétences se limitent là. Je ne peux pas enseigner la tactique et la stratégie au président Goïta, Tiani et Traoré. C'est plutôt moi qui serai leur élève, leur disciple en matière de tactique et de stratégie. Mais quand vous avez des gens qui veulent vous renverser, vous les militaires, qu'est-ce que vous devez faire? C'est à vous de répondre. Oui, moi si j'étais militaire, quelqu'un qui veut me renverser, j'ai deux options. Tu veux me renverser? Première chose, je t'empêche de me renverser. Deuxième chose, je te renverse. Oui ou non? Il n'y a que deux options pour que tu me colles la paix. Première option, je passe mon temps à me défendre. Je passe mon temps à me défendre. Tout le temps, tu essayes. Bon, je passe mon temps à me défendre. Deuxième option, mais je te renverse. Comme ça, tu ne me déranges plus. C'est tout. Mais ça, c'est mon niveau de vision. Hein. Moi, je ne suis pas tacticien, je ne suis pas stratège. Il appartient aux dirigeants de l'AES de gérer cette agressivité redoublée, ces bases arrières, dans toute la mesure du possible. Bon, enfin, je conclus là-dessus. Évidemment, en attendant, l'armée burkinabé n'a pas le choix. Avec les VDP, elle doit redoubler de vigilance aux frontières, vigilance à l'intérieur. Et je ne voudrais pas conclure cette émission sans saluer le courage de ces hommes et de ces femmes qui, au cœur des armées et des volontaires, eh bien, de la patrie au Burkina Faso, mènent un très grand combat. Je suis très admiratif. Dans le reportage de 52 minutes du 21 avril 2024, on en voit qui parlent quelque temps avant, à la caméra aux journalistes, et le lendemain, ils sont morts. Ce sont des choses qui m'émeuvent beaucoup et qui me permettent de mesurer la chance que nous avons d'avoir, dans tous ces pays-là, des hommes et des femmes déterminés à se battre pour que, aujourd'hui et demain, nos enfants, nos arrière-petits-enfants aient une vie meilleure que nous. Oui, dans le reportage de 52 minutes, publié par la radio-télévision burkinabé le 21 avril 2024, il y a certains militaires et VDP qui sont interviewés au début du reportage et qui, à la fin du reportage, sont déjà morts. C'est-à-dire que le reportage nous fait vivre la fragilité, la vulnérabilité, le sacrifice que consentent ces êtres humains pour que le Burkina Faso soit en sécurité. Et c'est à ce moment-là que chacun d'entre nous doit prendre une cure d'humilité, quel que soit notre apport. Nous devons être admiratifs et reconnaissants envers ceux qui, en première ligne, dans les brousses, dans les mangroves, dans les fleuves, dans les collines, dans les roches, vont à la rencontre des suppôts du diable. Et ils laissent parfois leur vie terrestre. Que le Tout-Puissant, à travers nos ancêtres angélisés, ait pitié de leurs âmes. Qu'ils soient bénis. Mes chers amis, voilà la conversation que je voulais avoir avec vous aujourd'hui. J'espère avoir rempli le contrat que je vous ai proposé. 1. Les faits. J'ai démontré que la Côte d'Ivoire, sous Ouattara, est bel et bien devenue une base arrière des organisations terroristes. 2. J'ai interrogé les causes, les raisons pour lesquelles c'est le cas. Pourquoi M. Ouattara fait-il cela? Je crois que nous avons amplement, de la psychologie à la géopolitique ouattarienne, compris pourquoi il fait cela. Et dans la dernière partie de cette intervention, j'ai proposé les solutions. J'ai proposé des solutions. Des solutions qui viennent de nous, qui sommes dans la société civile, des solutions qui viennent des dirigeants militaires, stratèges, tacticiens, et puis les solutions qui viennent tout naturellement de la résilience des forces de défense et de sécurité. Voilà les différents niveaux auxquels nous nous sommes situés. Je vous remercie d'avoir amplement partagé et protégé la présente conférence, que vous avez protégé des perturbations.